Bonjour, merci d'être là. Bienvenue pour cette première conférence débat de Hélène Larouge. En effet, je m'appelle Sébastien, je suis à la cellule du Parti communiste de Fives et j'anime aussi des émissions sur Radio Campus, une émission le lundi à 19h qui s'appelle On passe au rouge. Dans un premier temps, on va leur couper le sifflet pour vous donner la parole à vous. On aimerait savoir pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous aimeriez entendre aujourd'hui. Moi, je suis là aujourd'hui, je suis retraitée, je suis à la CGT, donc je connais un petit peu le système par répartition et ce que veut faire le gouvernement, évidemment. Alors, la question quand même qui se pose pour les retraités, c'est que certains retraités croient que pour eux, tout est gagné quand même. Ça ne va pas avoir d'impact. Alors ça, c'est la première question. Quel impact pour les retraités actuellement? Et alors, quand on discute avec les jeunes, beaucoup disent « je n'aurai pas de retraite ». Alors, moi, je me pose une question. Avant, il y a 100 ans, il n'y avait pas de retraite. Les grands-parents se sont battus pour en avoir une. Et ça s'est amélioré après la guerre, évidemment, avec Ambroise Corazol, le ministre communiste, et la CGT, évidemment. Donc, quels moyens maintenant les jeunes peuvent prendre pour avoir une retraite? Moi, c'est ce qui m'inquiète. Parce qu'il y a beaucoup d'individualisme, dont j'entends des jeunes qui disent, comme je n'aurai pas de retraite, je vais acheter une maison puisque j'ai un emploi, comme ça je n'aurai plus de loyer à payer. Donc il y a toutes ces questions-là derrière. Donc pour moi, c'est les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent faire pour avoir une retraite? Bonjour, moi je suis Joseph Brassard, je suis sociologue, mais j'ai été très longtemps responsable à la CGT au PCF. Et je ne viens pas seulement pour poser des questions, je viens pour vous demander, en premier lieu, de partir de la... Quand j'entends parler de la retraite en points, je pense à Lehman Brothers. Et j'aimerais que dans votre discours, je peux le faire parce que je fais le cours sur le sujet, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez, qu'il y ait l'explication de ce que c'est la retraite à points dans la réalité et à quoi ça conduit. Ça, c'est ma première demande. La deuxième demande, alors elle va vous faire bondir, mais tant pis. Je suis très désolée que vous ayez déposé le projet de loi avant qu'on puisse en discuter, et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi je considère que, et je travaille aussi là-dessus, les protections sociales dans les pays d'Europe. Il y a des pays qui préparent les gens à la retraite. En France, ça n'existe pas. On fait un pot de départ, on donne une petite fleur, un petit cadeau, et le problème est réglé. Et la personne après, elle est toute seule. Or, il y a toute la prévention qui est à faire pour partir à la retraite dans de bonnes conditions. Et là, moi vous m'excuserez, je ne l'ai pas vu dans le projet de loi et c'est un problème pour moi. La troisième question, c'est qu'on est en panne depuis 4 ans sur l'espérance de vie. Et ça, c'est une question importante que personne ne veut discuter. Et j'aimerais bien vous en parler. Voilà, c'est tout. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas de femmes avec vous, parce que c'est un peu dégueulasse. Oui, bon, là, c'est une réflexion personnelle. Je suis syndicaliste CGT, je suis cheminot, retraité maintenant. Je voudrais quand même ajouter ce petit point pour les gens qui sont en devenir d'être retraités. C'est que nous, alors, au syndicat CGT, on appelle à la continuité syndicale. Ça veut dire que nous sommes actifs, comme je l'ai été, comme beaucoup de gens d'entre vous l'ont été, on est actifs, mais aussi, une fois à la retraite, on n'est pas des oubliés, justement. Et moi, je suis actif au niveau des retraités chez les cheminots, et je travaille avec les actifs. Voilà, on leur donne notre expérience, voilà, donc ce ne sont pas des gens qui sont isolés. Et nous appelons ainsi, avec le syndicat CGT, à cette continuité syndicale, justement pour ne pas isoler les camarades ou les retraités, les futurs retraités. Et je vous dis que le travail est immense, le travail que nous faisons est immense. Merci. Bonjour à tous. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Philippe, moi aussi je suis secrétaire de section de cheminots retraités CGT d'Hélène. Il faut savoir que chez nous, chez les cheminots, 6 mois en amont, les gars partent en retraite, on leur fait des formations. Il y a des formations, même ceux qui ne sont pas syndiqués, on les choque pour essayer de les former et faire le pas pour venir nous rejoindre. Donc les gens, quand ils partent à la retraite, ils savent pourquoi ils partent à la retraite et pourquoi ils se syndiquent.
Parce qu'il y a beaucoup de retraités qui disent « Oh, maintenant, j'étais syndiqué avant l'activité, maintenant ça ne sert plus à rien ». C'est faux. Maintenant, on est toujours actif retraité. Il faut toujours se battre parce que le gouvernement, lui, ne l'ouvre pas. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre... Oui. Moi, on utilise plein de termes là dans les propos du gouvernement sur répartition, on a dit, sur capitalisation, on parle aussi, j'ai oublié les termes, Thérèse me le rappellera, la prestation définie, enfin, etc. Et j'ai l'impression qu'on nous embrouille pour mieux faire passer le bébé, quoi, voilà. Quand je dis bébé, je suis gentil. Alors, Sylvain Declercq, je suis retraité des finances publiques, mais j'ai aussi la moitié de ma période de travail dans le privé. Donc, je suis confronté à plusieurs choses. La première, c'est que, comme tout le monde, j'ai perdu environ 50 € par mois avec l'augmentation de la CSG. Mon épouse aussi. Alors, vous faites le compte combien ça nous fait d'argent par an en moins. 1200 €. En tant que fonctionnaire, ma retraite fonctionnaire, elle va augmenter de 0,3% alors que le taux d'inflation approche les 2%. Donc aussi perte de pouvoir d'achat. Après, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus pour ma retraite du privé avec le regroupement des caisses Arco et Agir. Alors peut-être que vous pourrez me dire un mot là-dessus parce que là aussi, il y a quelque chose à faire. Et bon, mais moi, je suis toujours optimiste, donc je suis des manifestations pour les retraites, mais aussi pour l'augmentation du pouvoir d'achat dans toutes les manifestations. Bon, à grève, j'ai plus le droit maintenant qu'en tant que retraité d'affaires, mais voilà, on continue quand même. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le pays qui serait soi-disant bloqué par des gilets jaunes, je me pose une question, c'est que ces gens-là, est-ce qu'on les a vus dans les manifs importantes qu'on a pu mener? Voilà. Merci. Oui. Non, après. Vas-y, je t'en prie. Merci. Oui, alors moi je suis comme lui des finances, alors je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Mais je suis à la CGT et à la CGT, je suis désignée pour m'occuper au niveau du CDCA, c'est-à-dire des personnes âgées, des handicaps, du handicap, etc. Et c'est une véritable catastrophe, il n'y a rien qui se fait. Et on a beau essayer de structurer le CDCA comme l'était le CODERPA, on n'arrive pas à avancer, c'est une catastrophe. Oui, une dernière intervention. Oui, bonjour, donc je suis Dominique Lacan, mais je viens pas toute seule, mais de l'Aisne. Et ce qui me plaît beaucoup dans la présentation du débat de ce matin, c'est justement le lien retraite et sécurité sociale. Parce qu'on passe aussi la question, les jeunes qui se demandent est-ce que j'en aurais une ou pas. À mon avis, il ne faut pas isoler la problématique de la retraite avec toutes les réformes, la retraite à points et tout ça. Mais à mon avis, il faut vraiment travailler sur les fondamentaux de la sécurité sociale, le système des cotisations sociales et réexpliquer sans arrêt. Parce que là aussi, c'est autant des luttes pour les retraités que pour la jeunesse, justement, pour une retraite assurée plus tard. C'est que si on ne se bat pas sur les cotisations sociales, sur le fondement du financement de la sécurité sociale, répartition ou pas répartition, la répartition, comment va-t-elle être possible si on annule toutes les cotisations sociales? Et ça permet de parler de la vie des jeunes avec la famille, de la vie des jeunes et des anciens avec l'accès aux soins, la santé, etc. Mais à mon avis, moi j'étais attirée parce que c'était associé vraiment à la sécurité sociale. Et il me semble que c'est fondamental. Merci. Alors, bien entendu, quand on parle du système des retraites, là, on est dans un contexte de résistance, on subit des attaques, mais l'État ne s'est pas toujours comporté comme un prédateur vis-à-vis de nous. Bernard Lamirand peut nous expliquer ça. Oui, d'abord, bonjour à vous toutes et tous.
Merci de m'avoir invité à cette fête pour vous parler succinctement de l'histoire de la sécurité sociale. Bon, j'ai que 10 minutes, hein. Ça mériterait beaucoup plus, parce que l'œuvre qui a été réalisée par Croizat, ça mérite véritablement approfondissement, mais peut-être que dans la discussion, vous y reviendrez, qu'on pourra préciser d'autres choses, mais l'auditoire, vous avez raison aussi de poser les questions d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je tienne le micro? Oui, ah ben si tu veux. Donc, voilà, simplement, vous parlez donc de cette création, de cette histoire. Alors, la sécurité sociale constitue un élément indispensable dans le vécu des travailleurs et plus généralement de toute la population française. Les Français y sont attachés et les pouvoirs en place, jusqu'à présent, se sont évertués à un travail de sape pour la réduire. Et je suppose, eh bien, on va pouvoir tout à l'heure certainement en parler, notamment de ce fameux euro cotisé qui donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut, celui qui a été cotisé. Et là, c'est une remise en cause de la mise en place de la sécurité sociale. Vous voyez, c'est l'attaque fondamentale. On n'est plus dans les paramètres, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc je reviens sur l'histoire de la sécurité sociale, qui est encore méconnue, hein, notamment parmi les jeunes générations, et qui mérite donc d'être rappelée ici. C'est le Conseil national, vous le savez bien, de la résistance, sous l'intitulé « Les jours heureux », qui fixa le 15 mars 1944, dans le programme du CNR, ce que je vais vous lire, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Le 4 octobre 1945, l'ordonnance créant la sécurité sociale était promulguée par le gouvernement dirigé par le général de Gaulle. Celui-ci n'a pas signé l'ordonnance. Elle était le fruit d'un intense travail pendant la résistance et du rôle joué par la CGT et le Parti communiste dans ce Conseil national de la résistance. Ambroise Croizat relata ce moment. L'ordonnance du 4 octobre 1945, dit-il, a été le produit d'une année de travail au cours de laquelle des fonctionnaires, des représentants de tous les groupements et de toutes les organisations intéressées, des membres de l'Assemblée consultative provisoire, dont certains font partie de la présente Assemblée, parlée à l'Assemblée constituante, ont associé leurs efforts pour élaborer un texte que le gouvernement de l'époque, en définitive, consacrait conformément à l'avis exprimé par 194 voix contre une à cette Assemblée consultative. Cette ordonnance inscrivait les véritables objectifs de la sécurité sociale autour d'une organisation unique, d'une cotisation unique, la solidarité et la gestion des caisses par les assurés eux-mêmes, et en particulier par la démocratie et l'élection de conseils d'administration. Croizat précisa, cette sécurité sociale, née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, appartient et doit appartenir à tous les Français et à toutes les Françaises, sans considération politique, philosophique, religieuse. C'est la terrible crise que notre pays subit depuis plusieurs générations qui lui impose ce plan national et cohérent de sécurité. La sécurité sociale, c'était donc l'arrivée d'une société salariale solidaire et le choix de la solidarité collective intergénérationnelle par la répartition et face aux assureurs qui régnaient auparavant en maître sur ces questions-là. La sécurité sociale naissante, cependant, a rencontré l'opposition de la mutualité française qui s'estimait dépossédée et d'un patronat qui voyait se mettre en place ce qu'il avait toujours combattu, c'est-à-dire une caisse unique, obligatoire et dirigée par le monde du travail. Croizat, devenu ministre du Travail fin 1945,
apaisa les choses et souligna cependant le rôle de la mutualité comme précurseur de la sécurité sociale. Cette ordonnance du 4 octobre 1945 fut sans conteste obtenue par la place des communistes dans la libération de la France. De nombreux de leurs dirigeants siégeaient dans la commission du travail et des affaires sociales à Alger, puis à Paris, avec le rôle éminent de Ambroise Croizat comme président. Personne ne peut donc nier l'importance jouée par le Parti communiste et par la CGT dans la mise en place de la sécurité sociale. Je rappellerai qu'à cette époque, la CGT avait à la Libération 5 millions d'adhérents et le Parti communiste, à la Libération, faisait 28% aux élections. Il était le premier parti dans ce pays. La sécurité sociale était donc, avec Croizat et toute cette équipe, sur les rails. L'ordonnance ne réglait pas tout. Il fallait la mettre en application. Croizat fut celui qui fit en sorte que celle-ci fût appliquée politiquement par toute une série de décrets et de lois, notamment pour les différents risques, que ce soit ceux relatifs à l'assurance maladie, la retraite, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les allocations familiales et la maternité. Tout ça dans le même temps, vous voyez, et dans une rapidité, je vais y venir. À l'Assemblée constituante, il intervint contre ceux qui voulaient retarder l'application, attendant les jours meilleurs pour faire en sorte que la sécurité sociale finisse dans les oubliettes. À cette époque déjà, je le dis entre parenthèses, il y avait ce désir de retarder, considérant que, eh bien, avec la guerre froide qui démarrait, nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout, et on reviendra à un autre système, c'est-à-dire autour de la mutualité et d'autres systèmes de retraite ou fonction. Il emporta quand même la confiance dans un débat à l'Assemblée constituante, et la sécurité sociale commença à fonctionner à partir de juillet 1946. Ambroise Croizat paya de sa personne pour réaliser cela, et notamment en imposant la cotisation sociale. Tout à l'heure, on a parlé des moyens financiers. C'est lui qui va régler cette question fondamentale. Il réfuta l'étatisation de la sécurité sociale, ce que nous vivons actuellement, et qu'il fallait aussi se sortir des formes anciennes et des régimes d'affinité pour adopter la caisse unique que la CFTC, qui était l'autre organisation syndicale à cette époque-là, à côté de la CGT, refusait. Il rejeta les tentatives de construire une sécurité sociale par le financement de l'impôt, par l'impôt. Et l'on peut voir avec quelle acuité il a travaillé à cette époque, cette question, en étudiant ce que Beveridge, qui était le grand créateur de ces questions au niveau de la Grande-Bretagne, dans laquelle il avait proposé et mis en place en Grande-Bretagne, donc autour d'une assurance nationale et d'un service national par l'impôt. Et Croizat considérait cela comme infondé. Il y a eu un débat à l'Assemblée constituante et il a emporté la chose de faire en sorte que ce soit la cotisation qui l'emporte à cette époque sur l'impôt. Croizat aurait voulu aller plus loin en faisant en sorte qu'elle soit universelle et regroupe l'ensemble des Français comme le prévoyait la loi qui porte son nom du 22 mai 1946. Cette sécurité sociale naissante fut l'objet de la rage de la droite réactionnaire, mais surtout du patronat réorganisé après sa dissolution pour collaboration avec l'ennemi. Des ordonnances en 1967 sous le général de Gaulle préparèrent la revanche patronale. La première chose fut de défaire les élections des conseils d'administration et d'imposer le paritarisme, dont on sait les méfaits depuis cette date. Redevenu parlementaire et secrétaire général de la Fédération des métaux, après la révocation des ministres communistes en mai 1947, Ambroise Croizat continuera de siéger à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il va mener son activité en lien étroit avec le mouvement syndical, de manière à être le plus au fait possible des besoins sociaux et des aspirations des travailleurs. Affaibli par les années de captivité et ébranlé par la mort de son fils tué dans un accident du travail,
Il décédera le 11 février 1951 à 50 ans. Et il reçut l'hommage immense de la population et plus d'1 million de personnes l'accompagnèrent au cimetière du Père-Lachaise. Cette œuvre, réalisée en peu de temps, résista ensuite aux attaques venant de tous bords, de tous ceux qui n'avaient pas accepté cette grande conquête sociale. Les ordonnances du général de Gaulle en 1967, celles de Balladur en 1973, je résume en vitesse tout ça, puis les attaques sous les gouvernements Raffarin et Fillon dans les années 2000 en sont les exemples. Le temps m'étant compté, je ne développe pas. Nous pourrions, si vous le souhaitez d'ailleurs, les préciser. Mais ce qu'il faut retenir particulièrement, c'est que les Français ont plébiscité la sécurité sociale qui fait partie de leur vie de tous les jours et qu'il est difficile d'enlever une telle conquête sociale sans pareil et qui différencie aujourd'hui encore la sécurité sociale de toutes ces assurances qui sont là en train d'attendre pour prendre le morceau. L'attaque actuelle de Macron vise à détruire les droits des salariés en matière de protection sociale. Pas simplement qu'en matière de protection sociale, vous le savez bien, vous avez vu sur le Code du travail. Un discours célèbre d'un grand patron des assurances résume cela et je vais prendre un petit instant pour vous le lire car tout est là dans les attaques que nous voyons se développer en ce moment. Je cite Denis Kessler, vous avez déjà entendu certainement parler, un assureur privé de surcroît qui montra toute sa hargne, et il était à cette époque-là le vice-président du CNPF, du MEDEF plutôt, avec Sellière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période Sellière-Kessler, et dans laquelle il dit ceci, par rapport à l'ordonnance de 1945. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. C'est un hommage du vice à la vertu, ça. Hein? Le modèle social, donc, c'est un compromis entre les gaullistes et les communistes. Il est grand temps de le réformer, dit-il. Et le gouvernement s'y emploie, celui de Sarkozy. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Alors, et je termine, relevons le défi et rétablissons cette sécurité sociale, comme l'affirma d'ailleurs Ambroise Croizat le 12 mai 1946, lors de la présentation de sa loi du 22 mai 1946, portant sur la généralisation de la sécurité sociale, et il s'adressait aux travailleurs. Et il disait ceci, « Rien ne pourra se faire sans vous. La sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret, elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise, elle réclame vos mains. » Voilà cette déclaration, cette dernière déclaration, qui, à mon avis, dans toute cette histoire, pour justement mettre avec le aujourd'hui, montre qu'on a besoin véritablement des mains des travailleurs pour empêcher les mauvais coups qui sont en train de se préparer, qui sont en cours d'ailleurs, c'est pas grave. Merci. Merci Bernard. Avant de passer la parole à Jacques Lefebvre pour parler de l'attaque de la retraite par points, est-ce qu'il y a peut-être des questions, des demandes de précision sur ce qui vient d'être dit dans la salle? C'est le moment ou jamais. Eh bien non. Alors Jacques, c'est à toi qu'il revient de nous expliquer finalement comment, enfin peut-être pas pourquoi, mais en tout cas comment est-ce qu'on est passé et comment est-ce qu'on passe là, comment est-ce qu'on est en train de passer et de façon très forte avec ce système par points, ce modèle suédois, comme il est parfois vanté dans les médias, et nous expliquer comment est-ce qu'on passe d'un système de solidarité intergénérationnelle à ce que tu as fait toi-même, un socle minimal de répartition.
Donc, effectivement, c'est toute l'ambiguïté de ce qui se dit, quoi, et d'essayer d'embrouiller un peu les esprits en parlant de répartition avec ce nouveau système par points, alors que ça ne peut pas être un système par répartition tel que vient de le rappeler notre camarade Robert, sur la solidarité intergénérationnelle, en constituer des droits, mais de façon intergénérationnelle, et répondre à tous les aléas de la vie, quel que soit l'âge ou le handicap, de la naissance à la mort. Donc ça, c'est la vraie répartition selon notre sécurité sociale, la protection sociale d'une manière générale. Et le régime par points n'a rien à voir avec ça, puisqu'il s'agit de droits, de constituer des droits individuels pour un futur départ en retraite. Tu viens de parler du modèle suédois, effectivement, il suffit de regarder ce qui se passe en Suède, mais pas seulement, en Italie, en Hongrie, en Pologne, où ce système a déjà été mis en place et qui ont conduit à une diminution drastique des droits à la retraite pour tous. Les dernières informations qu'on a du modèle suédois, c'est que dans 2000, peu importe de donner qu'un chiffre, dans les années 2000, les Suédois pouvaient encore partir avec 60% de leurs revenus. Aujourd'hui, ils en sont à 53% maximum, quoi, avec le régime par points. Donc ça constitue à faire baisser les droits. Alors, sur les termes utilisés, Marc avait posé la question tout à l'heure sur la réforme, etc. On parle de réforme. Oui, on parle de réforme, alors que là, on est dans un changement où certains politiques utilisent le terme, on est dans un changement de paradigme. Mais quand on dit ça, il n'y a pas grand monde qui comprend, ouais, c'est bien normal. C'est vraiment un changement de système. La retraite, jusqu'à présent, est constituée par les cotisations sociales, qui émanent des cotisations des salariés et des employeurs, mais aussi sur la base des salaires versés, qui fait qu'il y a suffisamment d'argent qui peuvent rentrer dans les caisses de la sécurité sociale. Le régime par points n'a plus rien à voir, et d'ailleurs, dans les débats aujourd'hui que mène le haut commissaire à la réforme de cette retraite, de le voir, il ne donne absolument aucune indication. Il se contente de dire que chaque salarié aura, pour 1 euro cotisé, aura les mêmes droits. Mais les mêmes droits, ils ne sont pas spécifiés, quoi. Donc on n'en sait rien, quoi. Et on sait qu'il s'adapte sur le modèle suédois, en disant que les droits, que le régime par points, les points qui seront accumulés tout au long d'une carrière, ce qui est quand même différent d'avoir aujourd'hui une retraite qui est basée sur les 25 dernières années, donc les meilleures années. Alors qu'en 93, c'était les 10 dernières années, ça a été remis en cause par la réforme de Balladur. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On sait que par définition, quand on commence à travailler, on n'a pas forcément un gros salaire. On peut être y compris en précarité, on travaille à mi-temps. Donc, cumuler des droits à partir du début du travail, c'est forcément réduire à terme la retraite par rapport au système qu'on connaît aujourd'hui. Donc le régime par points, c'est ça. Oui, le régime par points, pour l'instant, le système suédois, il est basé sur l'espérance de vie, il est basé sur la conjoncture économique, donc en fonction de la croissance des bénéfices réalisés. Et donc c'est tout à fait quelque chose qui est tout à fait aléatoire et qui peut bouger dans le temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec un système par points, les salariés sauront ce qu'ils payent, comme pour les régimes complémentaires. S'il m'a posé la question tout à l'heure, on sait ce qu'on paye. À la différence des régimes complémentaires, là, par contre, étant donné que la valeur du point qui servira à financer la retraite n'est pas connue, et sera adaptée en fonction de la conjoncture économique, de l'espérance, de l'allongement de la durée de vie d'une part, mais aussi de l'espérance de vie constatée au moment de l'âge du départ à la retraite. C'est-à-dire que le système, y compris, ne sera pas universel pour tous, puisque l'espérance de vie, si elle évolue de 2 mois ou 3 mois, etc., sera calculée sur 2 mois supplémentaires par rapport à d'autres qui seront partis plus tôt. Donc ça n'a rien à voir avec un système de répartition solidaire, intergénérationnel, juste et équitable. C'est ce qui est repris dans les débats sur cette question, mais ça n'a rien de juste et rien d'efficace. Donc toutes les réformes qui ont été conduites, ça il faut se souvenir, depuis 87, la désindexation des salaires par rapport au prix,
mais aussi depuis 1993, 2007, 2008, 2010, 2013. Toutes les réformes qui ont été conduites jusqu'à maintenant ont conduit à la même chose, c'est-à-dire à faire baisser les droits des salariés, à faire baisser ce qu'on appelle le revenu de remplacement, c'est-à-dire les retraites. Et ça, y compris, c'est pas moi qui le dis, puisque ce sont les experts du COR. Le COR, COR, c'est le comité d'orientation des retraites, qui est composé de syndicalisme, des experts, de politique, etc. Ils font tous le même constat, encore aujourd'hui, dans le dernier rapport qui date du 18 juin, c'est noté noir sur blanc. Si vous voulez voir le rapport, il y a 182 pages, on peut le lire en diagonale, ça va relativement vite. Vous allez sur Internet, vous tapez COR, Comité d'orientation des retraites, et puis le dernier rapport, vous l'avez en direct, c'est noté noir sur blanc. Ce sont les experts qui sont chargés d'analyser les effets des réformes sur la retraite, les futures retraites, qui pointent le fait que toutes les réformes ont conduit systématiquement à faire baisser le montant des retraites. Et c'est à ça que veut arriver ce gouvernement aujourd'hui, Emmanuel Macron, en considérant que le poids des retraites versées aujourd'hui est trop important dans le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses créées nationalement. Donc ils veulent absolument faire baisser le poids des retraites par ça. Alors, on a déjà les prémices de ça, notamment pour les retraités. Il y a Thérèse tout à l'heure qui posait la question, mais quel impact pour les retraités? Alors, il y avait un tract unitaire, y compris du groupe des notes de tous ces organes syndicaux à l'entrée de la salle, qui montre toutes les remises en cause qui impactent les retraités d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, légalement, le gouvernement n'a pas le droit de baisser les pensions des retraités, qu'il soit du public ou du privé. Il ne faut pas dire la conjoncture économique va pas, l'économie va mal, c'est la crise, donc on vous baisse vos pensions de 5% ou de 10%. Légalement, ils n'ont pas le droit. Donc ils trouvent d'autres palliatifs, d'autres moyens, par l'intermédiaire de la CSG, de la CASA, de la non-revalorisation des retraites, du décalage de la revalorisation régulièrement. Retraite qui était revalorisée en janvier, c'est passé en avril, c'est passé en juin, c'est passé en octobre, et aujourd'hui on est revenu pour 2019 la revalorisation, c'est-à-dire qu'on a perdu un an, les retraités ont perdu un an de revalorisation, c'est l'équivalent de 1,5 milliard d'économies sur le dos des retraités, uniquement sur cette question-là, et cette année, se cumule tous les ans, puisque ça, le retard, on ne récupérera jamais. Donc le moyen aujourd'hui, ça, ce sont les prémices d'attaque contre les retraités qui augurent bien de ce qu'ils veulent faire par rapport aux actifs. Et c'est tous les dangers de ce régime par points. Alors, dans les informations du COR, je terminerai là-dessus, parce que s'il y a d'autres questions, on reviendra là-dessus pour ne pas être trop long. Dans les scénarios, il y a plusieurs scénarios envisagés par le COR, en fonction des gains de productivité, du taux de chômage, de la croissance économique. Donc, d'ici les années 70, si on a un taux de croissance à 1%, à 1,3, 1,5 ou 1,8, les analyses sont les mêmes. Les analyses sont exactement les mêmes. Dans un scénario à 1% de croissance économique ou à 1,8% d'ici 2070, à 1%, on est à une baisse, et ce sont les experts qui disent ça, c'est pas nous. Les experts ont évalué qu'il y aurait une baisse des pensions allant de 21,7% à 36% d'ici les années 70. Donc les projections sont faites pour faire baisser le niveau des pensions en fonction des différents scénarios, mais quel que soit le scénario, baisse du chômage, plus de jeunes sur le marché du travail, etc., ça conduit inévitablement à ça. Ça, c'est le régime par points qui veulent essayer de nous instaurer. C'est pour ça qu'on essaie de le combattre le plus possible. Jacques Lefebvre, malgré tout, il y avait une question de la salle tout à l'heure qui disait mais quel que soit le système, de toute façon, on est fichu, étant donné la démographie, il n'y a pas de solution. Oui, c'est David qui demande un peu comme ça. Oui, alors, et pour faire la transition, parce que bien évidemment, c'est une assertion qui est complètement fausse. Puisqu'aujourd'hui, on sait que le financement de la protection sociale, de la sécurité sociale, dépend de l'emploi, de la nature de l'emploi et pas de la précarité, mais dépend aussi du niveau des salaires. Et donc les financements peuvent exister. Aujourd'hui, on est toujours à peu près à 30 milliards d'exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, pas des entreprises d'emploi, mais qui ne créent pas d'emploi. C'est 30 milliards de perdus. Là, dernièrement, vous l'avez entendu, le CICE, 18 milliards d'euros, qui est transformé en exonération de cotisations sociales. Donc c'est encore 18 milliards de moins dans la protection sociale qui sert à financer les retraites, la maladie, le chômage, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des choix politiques
les choix politiques qui sont faits vont à l'inverse de l'intérêt général en distribuant de l'argent aux plus riches et ce qui obère bien évidemment le financement de notre sécurité sociale, de notre protection sociale, de la politique familiale, des retraites, etc. Donc il n'y a rien d'inéluctable aujourd'hui. On est en capacité de contrecarrer tout ça pour peu qu'on oblige à ce qu'il y ait d'autres choix politiques qui sont dans l'esprit de ce que rappelait tout à l'heure Bernard Lamiran sur notre sécurité sociale telle qu'elle a été définie en 1945 et telle que les financements étaient possibles, puisque c'est le choix de la cotisation qui a été faite à cette époque-là, qui permettait justement d'évoluer, de répondre aux besoins sociaux des gens, et qu'aujourd'hui, le régime par points, il ne répondra pas du tout à ça. Donc on passe de prestations définies d'un système de retraite où aujourd'hui on sait ce qu'on paye et puis on sait ce qu'on pourra obtenir comme retraite en bout de course. Avec le système par points, on n'a plus aucune visibilité, on sait ce qu'on paye, mais on n'aura plus aucune visibilité sur ce qu'on pourra obtenir. Donc aujourd'hui, le combat, il est bien sur les questions d'emploi, mais d'emploi stable, y compris pour les femmes. On a 90% des femmes aujourd'hui à qui on impose le temps partiel, cotisent davantage, ce qui a un impact forcément sur le montant de leur retraite quand elles arrivent à la retraite. Pour les jeunes, c'est pareil, on a un taux de chômage qui touche pour 25% la jeunesse. Donc ils reculent dans le temps leur entrée dans la vie active, donc forcément moins de possibilités de constituer des droits. Donc c'est un appauvrissement sur l'ensemble de la chaîne pour quand on est jeune et jusqu'au moment où on arrive à la retraite. Donc ça c'est le combat qu'on a besoin de développer et c'est aussi pour ça qu'il y a des propositions de loi, mais je passe la parole après à notre camarade Daniel. Oui, merci. Alors, c'est vrai que Bernard Lamiran disait tout à l'heure, le temps nous est compté. Ouh là là, cette phrase a de sacrés multiples sens. Mais je voudrais rajouter quelque chose à ce que dit Jacques Lefebvre. Évidemment, on voit bien que ici, les différents gouvernements cherchent à faire tout simplement baisser le montant des pensions et des retraites, ce qui crée automatiquement une augmentation de la proportion de la retraite par capitalisation, puisqu'en effet, les salariés cherchent à se protéger et donc commencent à se constituer des petites épargnes en perspective de leurs vieux jours. Et d'ailleurs, c'est très net, on voit très bien fleurir les publicités qui nous incitent à faire ça. Donc on voit bien qu'ici, même si le système semble avoir encore des allures de répartition, on commence à rentrer là de plein pied dans un système par capitalisation. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes dans la salle de précision, notamment sur cette attaque Moi, j'ai besoin de le dire autrement. Quand on discute avec justement les plus jeunes et toujours comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Je dirais juste, sur la création de la sécurité sociale, ce fut un choix délibéré de faire une mesure contre la gestion capitaliste, parce que souvent il faut détruire le capitalisme si on veut trouver d'autres alternatives, une autre société, plus juste ça. Et puis, oui, on est d'accord, il faut le détruire, mais comment? Et là, il y a eu fondamentalement une vraie salve contre la gestion capitaliste, puisque le choix qui a été fait, ça a été de mordre sur le taux de profit. Avant, on payait le moins possible la force de travail pour se renouveler, et le taux de profit maximum pour engrancher dans le capital. Là, ça a été fondamental, parce que jusqu'en 2010, le salaire socialisé, c'est-à-dire le salaire et les cotisations sociales, représentaient 70% du PIB. Entre 1982 et 1992, 10 points du PIB sont passés au capital. C'est ça, quand on dit que dès le lendemain de la création de la sécurité sociale, ils se sont battus contre. Parce que depuis le lendemain de la création de la sécurité sociale jusqu'à maintenant, Macron, ils ne font que revenir à avant. C'est récupérer le maximum ou tous les taux de profit et nous laisser la portion congrue pour renouveler notre force de travail. Et si on ne lit pas... Alors il faut faire vraiment des propositions sur la retraite quand il y a le thème. Mais parler de la sécurité sociale, c'est vraiment créer ce lien entier de la naissance à la mort, c'est-à-dire entre santé, famille. Avant, il y avait le chômage qui a été sorti aussi. Ça, c'était une lutte contre
et que les patrons, et depuis avant les CAF, la Sécu, ont géré effectivement les salariés, ils nous l'ont pris ça. Pourquoi? Parce qu'ils récupèrent tous les pouvoirs. Donc en fait, Macron ne fait que récupérer des taux de profit. Donc les taux de profit, ça veut dire qu'on ne paye plus de cotisations qui sont prises sur le travail humain qui est créateur de richesse. En fait, nous la payons par les créations de richesse que nous produisons nous-mêmes, qu'on soit payé par un patron ou pas par un patron. D'ailleurs, quand on est retraité, on fait aussi des choses, un patron ne paye plus, mais on peut, on a de l'activité, nos expériences, tout ce qu'on peut faire dans des domaines divers et variés. Et là, on sent bien qu'en fait, comme on s'arrange pour exonérer les cotisations sociales de plus en plus, parce que c'est ça le problème, on va faire la retraite à points. Comment en Suède ou pas en Suède. Et 10 points de PIB, ça veut dire que depuis fin des années 90, en fin de compte, sur le salaire socialisé, salaire plus cotisation, c'est plus que 60%. C'est ça que ça veut dire. Donc ces 10% sont passés du côté du capital. Et ils ne font que mordre sur la partie des cotisations. Ils vont nous laisser le salaire, en gros. Hein. Il faut bien qu'on survive pour aller travailler ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est ça le problème. Ils nous prennent uniquement sur les cotisations sociales. Ils récupèrent parce qu'ils le considèrent comme leur dû. Et ce qu'il me semble très important aujourd'hui sur la communication, Macron et puis tous les autres, les patrons et tout. Ce qui me parle, là, avec la lutte, on a dit tout à l'heure, là, c'est la journée des gilets jaunes. Alors ils disent les taxes. Mais on a oublié on devait payer l'impôt toujours pour la solidarité collective, et les taxes étaient réservées aux produits de luxe. Aujourd'hui, on paye la TVA surtout sur la baguette de pain. Et les cotisations. Alors on est contre les taxes. C'est la mode d'être sur l'exonération des cotisations sociales et sur pas payer d'impôts. Et en ce moment, on nous mélange tout. Et on est en train de mourir, de se tirer plus qu'une balle dans le pied, par le fait. Merci. C'est tout à fait vrai qu'on avait des valeurs de solidarité qui étaient à l'origine de la création de la sécurité sociale. On voit que là, c'est bien le taux de profit qu'on cherche à augmenter. Oui, pas simplement une question pour qu'on comprenne un peu mieux la façon comment ça se passe. La semaine passée, on était en conférence fédérale du Parti communiste et il y avait parmi nous Éric Boquet, qui est sénateur du Nord, et il nous expliquait, mais je crois que tout le monde n'est pas très bien au courant. Comment se fait-il que c'est une banque suisse, alors je pense que ça s'appelle l'UBS, si mes souvenirs sont bons, où ils emmagasinent un pactole de 44 milliards d'euros qui appartient à la sécurité sociale, et avec cet argent, ils le placent dans les paradis fiscaux et ça leur amène des milliards d'euros de capital. Et ça, c'est incompréhensible, parce qu'effectivement, l'argent de la sécurité sociale, c'est bien les entreprises françaises quelque part, et les salariés qui font que, il y a une réserve pour les générations futures, ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Et comment on peut accepter un truc comme ça, et comment on peut l'expliquer? Je pense qu'on ne le dit pas assez au niveau du peuple français, des ouvriers, dans les entreprises, que c'est un vrai scandale. C'est un scandale. Et donc ça, je pense que ça mérite une explication pour qu'on soit tous au même parfum, y compris chez nous, dans les boîtes. Il faut le mettre, il faut mettre le paquet là-dessus. C'est tout simplement la question que je voulais poser, voir si effectivement c'est un truc qui est logique ou pas logique. Pour moi, c'est complètement illogique au niveau économique. Merci. Je vais être brève. Oui, la retraite par points, ça va aussi faire la disparition des régimes spéciaux de retraite spécifiques, je ne sais pas comment on dit. Voilà.
spéciaux de retraite. Moi, j'ai fait toute ma carrière à la métropole européenne de Lille. Je suis à la CNRACL, qui est une caisse de retraite avec plus d'avantages qu'à la sécurité sociale. Donc aussi, les cheminots aussi, je pense qu'ils ont des caisses spécifiques de retraite. Donc la retraite par points, là ça va être, on va niveler par le bas. Merci. Moi, je voudrais dire que la sécurité sociale, depuis cette année, ne dispose plus de ses fonds à titre personnel. C'est l'État qui peut piocher dedans quand il veut, comme il veut. À partir de la loi de finances, c'est la loi de finances qui détermine tous les éléments de ce qui se fait dans la sécurité sociale, retraite, maladie, etc. C'est-à-dire que les fonds qui sont placés en Suisse ou ailleurs, c'est des fonds qui servent à l'État, très directement, qui permettent, avant même que le budget de la sécurité sociale soit établi, d'avoir pris ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils ont envie de prendre. On est donc, et ça c'est une première chose que je vais vous dire, mais je vais vous dire autre chose qui a de l'importance, c'est que le système suédois, c'est un système qui est en rapport avec le système de Beveridge, qui est en rapport avec les conceptions anglo-saxonnes, qui sont celles des fonds de pension, qui sont celles, parce que les fonds de pension, ça sert à faire du blé, sur le dos des salariés. On ne saurait pas, pour le savoir d'abord, pour parler de la retraite par points. Et j'espère que vous parlerez de Lehman Brothers, parce que ça, c'est un élément central de ce qui se passe dans le domaine. Et j'ajoute quelque chose, ça, c'est mis en place depuis 1972, régime Thatcher. Ils se sont rendus compte aujourd'hui que c'était une catastrophe, mais n'empêche que c'est ça qu'on veut nous appliquer. Regardez ce qui a été fait en Grande-Bretagne à l'époque. Moi, je veux dire ça comme... on est en train de croire que la sécurité sociale existe encore comme nous on le pense. Dans notre tête, là, la sécu. Eh bien, c'est pas vrai. On n'en est plus là. Et on n'en est plus aux cotisations. Au cas où vous ne vous rendriez pas compte, on est presque à la moitié de l'étape du système avec les impôts. Voilà. C'est ça que je veux dire. Merci. Lorsque l'on verse une partie de sa retraite à sa femme lors du décès, ça s'appelle... La réversion. Merci les camarades, pardon pour cet incident, mais parce que c'est fortement en question. Ils sont en train d'en parler, ils sont en train d'agir justement pour supprimer ces pensions de réversion. C'est important parce qu'une épouse ou un mari qui n'a pas beaucoup travaillé ou qui en peu, on aura encore beaucoup moins lorsque la pension de réversion sera supprimée. Alors mes camarades, si vous voulez bien l'expliquer. On nous dit que c'est à cause des charges sociales qu'on se retrouve avec des difficultés qu'il faut supprimer la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale, les cotisations sont basées sur les richesses créées et ne sont pas une charge. C'est-à-dire que les richesses créées par les ouvriers et par les travailleurs sont le profit du patronat et puis du gouvernement. Ça, il faut absolument qu'on puisse arriver à le faire rentrer dans la tête des gens qui s'imaginent qu'on n'a plus de sous, qu'il faut absolument qu'on réduise les cotisations, qu'on réduise les remboursements, qu'on fasse des médicaments non remboursés, etc. Je viens d'en avoir un maintenant, 24 €, c'était... c'est pas mal ça, un médicament à 24 € qui n'est plus remboursé. Alors on en est à ça. Et il y a des moyens très simples. L'autre jour je discutais avec mon garagiste. Il me dit bah oui, les charges sociales. Ah bon? Alors je lui explique. Et puis je lui dis voyez, vous avez des tuyaux là dans le coin de votre garage. Il dit oui, je dois les foutre à la poubelle, j'ai pas encore eu le temps. Je dis non mais vos tuyaux là, ils valent rien, vous les mettre à la poubelle. Mais si vous employez du personnel qui travaille ces tuyaux et qui en fait par exemple des cadres de vélo, les cadres de vélo, ils vous coûteront combien par rapport à ce que vous dites maintenant que ça vaut rien, que c'est à mettre à la poubelle. Et les gens, ça, ils le comprennent. Je crois qu'on doit arriver en direction de la population, avoir des termes simples
à essayer d'expliquer calmement, parce ils sont complètement démontés par le gouvernement, par la télé, par la radio, et que les gens ne lisent plus notre presse. C'est ça le grave. Ils ne lisent plus l'humanité, ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà. Merci. Daniel Jacquer, je rappelle que tu es l'animateur du collectif des retraités du PCF et que tu peux nous parler de cette loi qui a été évoquée là tout à l'heure par un camarade sociologue qui s'étonnait d'ailleurs d'une faible concertation valable. Bonjour. Moi, je pense qu'il y a une part importante, c'est la bataille idéologique. Parce que on a quand même beaucoup travaillé, le Parti communiste, la CGT, on a beaucoup travaillé pour expliquer ce qui se passait. On a beaucoup travaillé pour montrer le danger de cette réforme. Et là, ils adaptent leur discours. Jean-Paul Delevoye, là, le haut commissaire chargé de la réforme des retraites, il indique, il était auditionné au Sénat, et il a indiqué, les observateurs européens nous disent que vous avez une situation des personnes âgées et retraitées parmi les meilleures de l'Organisation de coopération et de développement économique. Qu'il est pratiquement à l'équilibre financier, c'est eux qui le disent. Alors pourquoi changer? Voilà. Et pourquoi changer? Il explique. Lui, il met l'enjeu de société, tout change, donc il faut changer. C'est ça qu'il dit. Donc pour garder le capitalisme, il faut changer le système de retraite. C'est ça leur fond. Mais je suis bien d'accord avec l'idée qui vient derrière, c'est le système de retraite, et derrière c'est toute la protection sociale, et derrière c'est l'enjeu de société. Ça. On veut nous amener dans une société de pauvreté, on veut rabaisser tout le monde, et pour gonfler les profits. Et là, avec ça, ils avancent masqués. Toutes leurs propositions, elles sont masquées, puisqu'on nous dit on va s'en sortir mieux. La première question qu'ils posent dans leur questionnaire qu'ils ont mis sur Internet, c'est il y a 42 systèmes de retraite. C'est beaucoup trop, ça crée des inégalités, donc il faut changer ça. Vous voyez, alors que les régimes spéciaux, par exemple, eh bien, ça comporte des avancées. Donc comment on garde ces avancées pour remonter tout le monde? C'est ça la question, c'est ça qui est posé. C'est-à-dire que nous, on veut un autre type de société, mais pas ceux qui veulent continuer de mettre en place. Et ils voient bien qu'il y a des dangers par rapport à la société dans laquelle on vit, parce que, bon, exemple, ce qui se passe aujourd'hui, il y a un fort mécontentement, les gens, ils en ont marre, il y a des tentatives de récupération, mais la colère, elle est juste. Elle est sur la fiscalité, elle est sur le fait qu'on vit de plus en plus difficilement, sur le fait qu'il y a les reculs des salaires et des pensions. Donc ça, c'est juste. Mais voilà, donc eux, ils veulent nous abaisser, et ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a des réactions, mais après, ces réactions, elles viennent parce qu'on pense, quand même, je pense que c'est ça qui évolue, c'est qu'il y a des alternatives possibles, sinon, il n'y aurait pas d'action. Si on ne pense pas qu'on peut faire autrement, il n'y a pas d'action. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on revienne. Donc on voit bien que là, derrière la question des retraites, il y a tout l'enjeu de société, de la protection sociale. Où ils changent aussi, où ils évoluent aussi, c'est que Delevoye, il dit, il y a des exemples CEA, des exemples, ça ne fonctionne pas, on n'en veut pas. Donc ils ne parlent plus de compte notionnel. Il y a des exemples italiens, et les Italiens c'est les populistes, ils vont faire ça parce qu'ils veulent flatter les gens, mais ça va pas fonctionner. Donc ils rejettent les autres exemples, vous voyez. Mais par contre, lui, il reste sur son système à points. Et la meilleure comparaison qu'on peut avoir système à points, c'était la retraite complémentaire. Ça fonctionnait comme ça, ça fonctionne, c'est un système par points. Et donc avec une valeur du point, qui était définie. Aujourd'hui, on aura une valeur du point qui ne sera pas définie, donc on ne saura pas combien on va toucher de retraite. Donc ça, c'est très grave. Qu'est-ce que je vous dis ? Alors, bon, ça va conduire, donc forcément, le système-là, c'est le fond, ça a été dit à une conférence de la CGT au niveau international, le fond, c'est que la retraite, ça coûte actuellement 14% du produit intérieur brut, on veut la faire passer à 12%, voilà, et donc à partir de ça, c'est tout qui va reculer, toutes les retraites, toutes les pensions vont reculer, donc aussi bien pour le public que pour le privé, avec toutes les questions d'inégalité entre les hommes et les femmes qui vont continuer d'avoir lieu, et puis le fait que les retraites actuelles, elles vont baisser elles également.
le système qu'ils veulent mettre en place, là, il s'appliquerait à partir de 2025, hein, donc pour la génération 1963-1964. Et ils pensent la mettre en place, prendre du temps, c'est-à-dire à partir de 2023, ça serait entre 5 et 15 ans pour mettre en place ce système-là. Et quand ils seront au point, ils feront tout basculer d'un seul coup. Voilà. Donc ça, c'est ce système-là pour qu'on voit. Alors après, nous, pour parler un petit peu du Parti communiste et ce qu'on essaie de faire, donc on a un collectif retraité, hein, et donc qui mériterait d'être renforcé, notamment par des camarades femmes, parce qu'on n'est pas assez nombreux, donc s'il y a des volontaires, on les invite, il n'y a pas de souci. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On produit des analyses par rapport à la situation d'aujourd'hui, pas seulement sur la retraite, mais beaucoup plus globalement, et pour essayer d'aider à l'intervention. Hein. Et on a un journal donc, qui s'appelle Plein Temps, et que là aussi, on vous invite à lire. Il est maintenant seulement sur Internet, mais ceux qui le veulent, on peut leur envoyer chez eux par courrier. On travaille aussi avec les élus, donc c'est pour ça on parlait d'un projet de loi. On a travaillé avec les élus, avec nos parlementaires, et donc on leur a donné nos argumentaires, on leur a donné les éléments. Bon, il n'y a peut-être pas tout qui est pris en compte, il faut qu'on améliore cet aspect-là, mais on essaye de travailler justement ensemble pour pouvoir que les lois, enfin les projets de loi, ils soient les meilleurs possibles. En même temps, il nous arrive d'avoir des points de vue différents, puisque sur la loi concernant la perte d'autonomie, nous on n'était pas d'accord pour que avec cette loi, puisqu'il y en a une partie qui était abandonnée. Donc nous, on n'était pas d'accord pour qu'on accepte qu'on vote cette loi, même s'il y avait des avancées par rapport à la perte d'autonomie. Mais c'est largement insuffisant, et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils y reviennent, et parce que c'est une question de financement. Encore une fois, ça va être la question des moyens financiers par rapport aux EHPAD. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de lutte là-dessus. Donc, pour les grandes propositions qu'on a faites, hein, c'est à partir de deux questions principales, c'est quel niveau de pension quand on part en retraite, hein, et à quel âge, c'est ça la question. Donc nous, on a parlé donc d'une sécurité d'emploi de formation, et on a dit qu'il fallait que toute la carrière soit prise en compte à partir de 18 ans. Et aussi, on fait une proposition par rapport aux jeunes pour que la période où ils sont avant le travail, eh bien, ça soit pris en compte dans le calcul de la retraite. Vous voyez, on peut y revenir, mais enfin, ça, on les a écrites. Mais c'est des grandes questions comme ça qu'on met en avant pour dire que, pour essayer de rassembler. Je pense que ce qui est le plus important par rapport à la bataille qu'on va mener, c'est comment on intègre déjà les jeunes, parce qu'eux, ils pensent qu'ils n'auront pas de retraite, alors que on sait bien qu'il faut maintenir ce système-là. Le système par répartition, ça n'a jamais fait faillite. Le système par capitalisation, ça a fait faillite à chaque fois. Donc il faut défendre ce système par répartition. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin des jeunes, bien sûr, parce que tous ceux qui sont dans l'entreprise. Et donc là, c'est là qu'il faut qu'on s'explique davantage dans l'entreprise comment on peut lutter, se rassembler. Alors il y a des organisations syndicales. Ce qui est intéressant au niveau des retraités, c'est qu'on arrive à être 9 organisations à lutter ensemble par rapport à nos pensions, par rapport à toutes les questions qui concernent les retraités, hein, tous les services publics, les hôpitaux, etc. Ça, c'est bien qu'on puisse. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus large aussi au niveau des organisations syndicales, des actifs, pour défendre ce système de retraite et derrière défendre notre société, la société qu'on veut. C'est ces questions-là sur lesquelles il faut qu'on se rassemble avec les organisations syndicales, avec les organisations politiques. Et c'est possible, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a eu une déclaration de 8 organisations politiques par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette journée du 17 novembre. Donc il y a des possibilités de rassembler aussi au niveau des organisations politiques. Et surtout, ce qu'ils essayent de faire, je suis parti de là, avec les systèmes des 42 régimes, c'est de rassembler public-privé, quoi. Faut arrêter. Eux, ils opposent tous contre tous, quoi. Les hommes, les femmes, les entreprises, les pays. Donc, il faut qu'on sorte de cette division qu'ils essayent d'imposer, et pour se rassembler et mener des luttes. Et les luttes, on arrivera à les mener à partir du moment où les salariés, les retraités, ils comprendront ce qui se passe et ils verront qu'il y a des alternatives possibles, notamment, là, tu parlais des financements, bien sûr, il y a des possibilités énormes de financement de notre système de retraite. Il ne faut pas remettre en cause les cotisations sociales, mais donc il y a des possibilités de pouvoir changer les choses. Merci. Merci Daniel Jacquet. Il est midi et quart à peu près. On a
On a encore une dizaine de minutes, à mon avis, hein, pour pouvoir discuter un petit peu ensemble. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres remarques, c'est bon. Ouais, moi je suis militante de la CGT dans le département de l'Aisne. On a fait un débat lors d'un congrès des retraités il y a quelques années où on avait invité Marie Zuma, confédérale à l'époque, elle avait tout. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait... on voulait introduire le nouveau statut du travail salarié en tenant compte de la réalité du travail des jeunes, pour qu'ils aient les accidents de la vie et la sécurité sociale professionnelle. Et si Ambroise Croizat, avec le CNR et tout, avait eu une utopie de dire on est capable de créer un système qui fasse que les gens soient protégés dans tous les moments de la vie, est-ce que nous, à l'époque où on est, on ne peut pas avoir aussi cette utopie-là et le présenter aux jeunes comme ça? C'est quand même un système qui a duré, durable, il ne s'est jamais cassé la gueule, il s'est jamais... et moi, je pense qu'au niveau des jeunes, il faut qu'on arrive... Alors moi, je fais de la formation syndicale aussi à la CGT, et je pense qu'il faut montrer qu'il y a des utopies possibles aujourd'hui et qu'on peut s'y tenir et maintenir un système qui peut durer et faire que les gens sont bien dans leur basket le plus longtemps possible, quoi. Parce que, on l'a rappelé là, l'espérance de vie, elle commence à chuter. Si on nous a montré, faut voir aussi la sécurité sociale, ce qu'elle a pu faire au niveau de la recherche, au niveau de tout ce qui se passe dans les hôpitaux, même si les conditions de travail, et ça on connaît bien, ça a quand même été un formidable moyen d'émancipation, de bien-être de la population. Alors ouais, il faut qu'on travaille sur cette utopie-là, montrer qu'il y a des choses possibles aujourd'hui. Quelle utopie aujourd'hui on peut avoir, tout simplement. Et là, je crois que sans tomber dans l'histoire, pour parler de l'histoire, il y a, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 1947, ils ont tout doucement fait un travail de sape pour revenir à ce qui était avant la sécurité sociale. La question qui nous est posée, est-ce qu'on n'a pas à se mobiliser aujourd'hui pour reprendre ces grands principes utopiques de l'époque dans la situation d'aujourd'hui? Et notamment, ça nécessite, alors pour les communistes, parce qu'y compris la sécurité sociale, c'est une œuvre communiste. C'est, quand on parle de dépasser le capitalisme, c'est de le faire, par exemple, on l'a fait sur la sécurité sociale, en avant-garde, pour ainsi dire. Aujourd'hui, on parle pour les transports gratuits. Tout ça, c'est du communisme. C'est gagner sur ce système. C'est prendre sur cette valeur ajoutée ce qui nous revient, tout simplement. Et moi, je voudrais simplement vous dire que les fondamentaux, parce que j'ai insisté beaucoup là-dessus tout à l'heure, la bataille, elle se déroule actuellement sur les fondamentaux. Et l'idée, c'est de faire en sorte que l'entreprise ne paye plus aucune cotisation. Et donc, on en revient à ce que disait Josette tout à l'heure, à ce qu'on met en place, on s'inspire là de Beveridge sur le plan de l'impôt, pas sur le reste, parce que Beveridge était quand même sur une sécurité sociale, lui, dans son pays, payée par l'État. Il n'est pas plus loin. Thatcher, elle allait autrement, puisqu'elle était sur capitalisation. Aujourd'hui, en Angleterre, c'est la capitalisation qui est en place. Et l'histoire des points, ça vise à réduire le niveau, puisque comme il n'y aura plus de cotisation d'entreprise, il restera que la cotisation des salariés à travers la CSG et à travers les retraites, mais c'est de faire en sorte que tout ça soit bien ratatiné pour qu'on en arrive au système américain, c'est-à-dire une retraite minimale, et ailleurs, démerdez-vous,
prenez des assurances, faites de l'épargne, organisez-vous dans ce sens-là individuellement. C'est ce que dit d'ailleurs Delevoye quand on lit à travers les lignes. En fait, ils sont en train d'essayer de désosser le fondamental. Et moi, je crois que... Moi, j'aime bien cette idée d'être... il faut que ce que l'on dit soit saisi dans cette bataille. Et c'est tout simple. Les patrons dans les entreprises, sans arrêt, font part du coût social que la charge. Or, la grande question, c'est de retourner les choses. Parlons un peu du coût du capital. Les milliards qui font le camp. Et sur la sécurité sociale, eh bien, revenons sur les fondamentaux. La cotisation du salarié est importante. Parce qu'en même temps, c'est lui qui dirige sa sécurité sociale, c'est pas l'État, c'est les salariés. Salariés en activité, en retraite. Donc la cotisation du salarié et la cotisation d'entreprise. Et la CGT, actuellement, mais tu l'as dit, Jacques l'a dit tout à l'heure, mais met en avant toute une série de propositions pour faire payer le capital et l'entreprise. Et l'entreprise, c'est pas les patrons, c'est nous. La cotisation d'entreprise, c'est le coût, c'est le prix, c'est pas le coût, c'est le prix, la force de travail, voyez. Et donc là, il y a une bataille à mener. Comment on va expliquer ça? Eh bien ça, les communistes, ils ont un rôle à jouer, notamment dans les entreprises, où tous les jours, les salariés sont bombardés sur l'idée qu'ils coûtent trop cher, pas simplement sur la sécurité sociale. C'est une bataille de classe, tout qu'on fait. Hein. Donc, moi, à mon avis, il faut qu'on revienne sur l'histoire, non pas d'une manière nostalgique, voilà, c'était, etc. On avait 5 millions, je l'ai dit tout à l'heure, 5 millions d'adhérents, c'est vrai que ça compte. Hein, que le Parti communiste, il faisait 28%, mais c'est de les titiller sur, eh ben, la sécurité sociale, c'est une œuvre à vous. Ça n'appartient qu'à vous. Vous l'avez créée en 1945. Vous avez cotisé dès le départ. Et vous avez exigé que dans votre entreprise, on paye une cotisation aussi. Eh bien, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on débatte. Et là, la sécurité sociale, elle peut fonctionner sur tous les régimes et on évite ce système par points. Et je termine sur le système par points, mais ça a été bien développé par Jacques. Et le système par points, c'est le système que... Alors, on l'a pour les retraites complémentaires ARCO et AGIR. Pendant toute une période, avec la prestation définie, ça a bien marché, mais on a pu voir petit à petit se dégrader les choses, notamment avec un prix du point toujours plus cher, donc moins de points, et un prix de service dans lequel, eh bien, ce prix-là, on le réduit, donc moins de retraite, pour justement ponctionner les choses. C'est là. Et quand vous rajoutez que, dans ce que dit Macron, avec 1 euro versé, donc vous n'aurez que ce que vous avez versé. Mettons-nous à la place, il faut le dire à tous ces jeunes et à ces actifs qui vivent dans la précarité. Ils n'auront que des points qu'en fonction qu'ils ont travaillé. Sinon, ils n'en auront pas. Donc, au bout, quand on arrivera au bout, qu'est-ce qui va leur rester? Eh bien, mais en même temps, comme ils ne sont pas cons, j'emploie ce terme comme ça trivialement, comme ils ne sont pas cons, justement, on est en train de leur faire réfléchir en disant, mais vous voyez, de toute façon, oui, ben là on fera un petit rattrapage par-ci par-là, mais allez-y sur la capitalisation. Allez-y, allez voir les assurances. Prenez une assurance vie, etc. C'est tout ce système-là. Et bien là, il faut mener la bataille, et il faut qu'on s'engage à débattre avec les salariés. Enfin, en m'excusant d'avoir été peut-être un peu long là-dessus. Merci. Donc c'était Bernard Lamiran, Ambroise Frachon. On va... Pardon. C'était... Frachon, c'était le grand copain de Croizat. Ça marche aussi. Il faut qu'on termine maintenant. On va quand même donner en une phrase ou deux la parole à Jacques Lefebvre, CGT, et puis... Daniel Juncker. Et puis Daniel Juncker pour le parti. Oui, on conclut. On conclut alors. Oui, simplement, pour la conclusion, et très rapidement, parce que là on a parlé de l'incidence du régime par points sur les retraites.
Mais il faut savoir que c'est l'incidence sur l'ensemble de la protection sociale, et ça a été un peu développé par Père Bernard, et c'est aussi sur la politique familiale, le chômage, la maladie, la pénibilité, etc., où là on n'a plus aucune lisibilité. Donc c'est pour ça que c'est très grave. Après, pour la conclusion, je reviendrai à ce qu'on essaye de développer et de faire comprendre le plus possible, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que la jeunesse de demain, les futurs retraités, n'aient pas de retraite telle que nous on la connaît actuellement. Mais c'est un combat effectivement qu'il faut mener, de reconquête de notre sécurité sociale, de notre protection sociale, comme vient de le dire Bernard. Et simplement, deux éléments pour vraiment conclure, pour bien montrer à quel point ils sont en train de détricoter notre sécu et puis qu'ils veulent absolument supprimer les cotisations sociales. La dernière annonce d'Emmanuel Macron, c'est de vouloir supprimer l'article dans la Constitution qui stipule que toutes les cotisations sociales qui sont empruntées par l'État pour l'emploi, etc., doivent être compensées à l'euro près. Et ils veulent supprimer cet article-là. Ça veut dire qu'ils pourraient piocher autant qu'ils veulent dans nos cotisations sociales sans vergogne, comme ils souhaitent le faire. Alors, ce qu'on a besoin de développer, effectivement, pourquoi c'est possible de reconquérir notre sécu et notre protection sociale? Très rapidement, on sait que 100 000 emplois créés, c'est 1,3 milliard d'euros qui rentrent dans les caisses de notre sécurité sociale. 1% d'augmentation de salaire, c'est 2,5 milliards qui rentrent dans les caisses de notre sécurité sociale. L'égalité homme-femme, dont on parle beaucoup, aujourd'hui, s'il y avait véritablement l'égalité salariale entre les femmes et puis les hommes, c'est 10 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de notre sécurité sociale, de notre protection sociale. Donc on voit bien qu'à travers, et sans revenir sur toutes les exonérations de cotisations sociales qui sont opérées chaque année, on voit bien qu'à partir de ce combat-là, y compris pour l'emploi stable, qualifié, correctement rémunéré, on est en capacité, et là c'est plus une utopie, c'est une vérité, on est en capacité de préserver notre système de protection sociale, et y compris de l'améliorer, et pour tout le monde, qu'on soit jeune, moins jeune ou plus âgé. Les pensions de réversion. Donc, je vous dis ce que dit Delevoye. La réforme vise à supprimer les 13 systèmes de réversion existants actuellement pour construire des règles communes à tous. Voilà. Donc, on ne sait pas ce que ça donnera. Voilà. Et ce qu'il dit aussi Delevoye, il dit le point gratuit n'existe pas. C'est-à-dire qu'on parlait des périodes de chômage, des périodes de maternité, les périodes de maladie. Tout ça, ça compte pas. Donc le point gratuit n'existe pas. Donc c'est seulement les périodes travaillées. Et les Français doivent retrouver le sens de l'impôt et de la cotisation. Voilà. Donc avec ça, on est rassuré. Voilà, moi, ce que je voulais dire pour finir, c'est qu'on voit bien qu'on est capable de créer des très fortes mobilisations à partir du moment où les salariés, les gens, les retraités, ils comprennent qu'on peut faire autrement, qu'il y a des possibilités autres que ce qu'on veut nous imposer. Et on a vécu une période en 2017 où il y a eu un très fort brouillage des esprits avec l'arrivée de Macron, avec l'explosion de partis politiques. Donc c'est une période assez complexe, mais en même temps, par rapport aux gens, à comment ils réfléchissent, on voit bien que c'est au moment où ils comprennent que ça suffit, il faut faire autrement, et bien là, ils se mobilisent. Donc nous, on a intérêt à continuer notre travail d'explication, de mobilisation, pour mettre en l'air tout ce qu'ils veulent faire par rapport au recul concernant à la fois le système de retraite, mais aussi toute la protection sociale, et après, imposer notre point de vue d'une société humaine, une société où c'est l'humain d'abord. Merci. Eh bien, merci beaucoup à nos trois intervenants. Merci à vous d'avoir participé activement à cette petite conférence débat d'1h30. La suite du programme pour LM Larouge, c'est les exilés, les Dublinés à 13h30, à 15h l'Europe, avec la participation notoire de Yann Brossard, le discours de clôture avec Fabien Roussel à 16h, et puis bien sûr en parallèle à ce programme plutôt orienté vers les adultes, vos enfants s'amuseront, mangeront, se maquilleront, feront plein de trucs. Il y a notamment un planétarium avec encore 2 séances aujourd'hui là. C'est gratuit, ça dure 45 minutes. Merci à vous, puis bon appétit.